Table ronde, donc où on doit discuter des évolutions attendues de l'application des drones à l'agriculture et donc des verrous scientifiques, technologiques et éventuellement d'identifier des projets de recherche et de collaboration avec donc des entreprises pour avancer sur ces applications. Voilà, donc le premier exposé concerne l'estimation de teneur en carbone organique des sols et donc va être présenté par Jean-Marc Gilliot. Voilà, Jean-Marc, c'est à toi. Est-ce que je prends un micro j'en sais rien. Oui, peut-être. Merci. Bien, alors effectivement, je vais vous présenter notre travail sur l'estimation des teneurs en carbone organique dans les sols agricoles par télédétection drone. Donc, je suis Jean-Marc Gilliot du centre Versailles-Grignon de l'UMR INRA Gros Paris Tech GC. Et c'est un travail qui a été mené au sein de l'équipe sol. Donc le plan classique, une introduction, quelques aspects sur les méthodes, les résultats et les perspectives du travail en cours. Hein. Donc le carbone organique dans les sols, la matière organique des sols agricoles, particulièrement important, c'est un facteur important de la fertilité des sols agricoles, en particulier la fertilité à long terme. C'est aussi une problématique intéressante par rapport au problème de réchauffement climatique, d'émissions de CO2, puisque ça peut être un des moyens de contrebalancer les émissions de CO2 par sa capacité de stockage du carbone. Et puis il y a une problématique qui est liée à ça qui nous intéresse dans notre équipe, qui est sur la valorisation des déchets organiques, donc ce qu'on appelle les PRO, les produits résiduaires organiques, et en particulier leur valorisation agricole, donc pour justement maintenir cette fertilité à long terme des sols. Alors ça peut être intéressant d'essayer de voir effectivement les parcelles plus ou moins riches en matière organique pour moduler ces apports, soit à l'échelle de la parcelle, soit même éventuellement à l'échelle intraparcellaire, comme on le fait dans la conduite en agriculture de précision, par exemple, pour la fertilisation chimique azotée. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être capable de cartographier, de suivre la teneur en carbone des parcelles, donc comme je le disais, éventuellement à l'échelle intraparcellaire. Donc comment avoir une méthode de mesure spatialisée et relativement rapide. Donc on se propose de le faire par des outils de mesure de réflectance classiques de télédétection. Là j'avais remis une diapo un peu plus générale sur effectivement l'utilisation de ces mesures de réflectance en agriculture de précision. C'est déjà des choses qui se font depuis pas mal d'années pour le suivi des cultures, en particulier pour le pilotage de la fertilisation azotée. Donc il y a des solutions qui existent, soit des solutions en une étape avec des capteurs embarqués qui pilotent en direct à partir d'une mesure de réflectance. J'ai fait une bêtise, je crois, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Non. Voilà, je rappuie, c'est bon, je suis sauvé. Donc je voulais appuyer sur le pointeur, voilà, c'est là. Donc ici on a le capteur que certains connaissent sûrement, le N-sensor, donc qui permet de faire une mesure radiométrique de la culture autour du tracteur et de piloter en direct la fertilisation azotée chimique. Des opérations en une étape, par opposition à des opérations en deux étapes, où on va avoir une première étape de cartographie de la culture, qui va permettre d'établir ce qu'on appelle une carte de préconisation, qui va être dans un deuxième temps injecté dans l'ordinateur de bord du tracteur pour piloter la fertilisation spatialisée de l'azote en particulier. Donc ça, c'est des choses qui existent classiquement avec par exemple le programme FarmStar par télédétection, et donc de nouvelles approches qui se font avec on a vu un petit peu des choses déjà les jours précédents, par drone, en particulier on a vu les présentations, quelques aspects des Rhinob, et on va en voir jusque dans la suite. Donc nous, ce qu'on se propose de faire, c'est un peu se transposer cette démarche-là sur le carbone organique. Donc le principe, ça va être effectivement d'essayer de cartographier cette variabilité inter- ou intraparcellaire du carbone, donc en utilisant des mesures de réflectance, avec un calage sur des prélèvements sol, parce qu'effectivement pour l'instant on n'a pas une mesure qui donne directement l'estimation en absolu, on est obligé de passer par des calages terrain. Donc un modèle statistique qui va permettre d'estimer spatialement, grâce à l'imagerie, la variabilité des teneurs en carbone. Alors sur l'influence du carbone organique sur la réflectance, ça c'est connu depuis quelques dizaines d'années, il y a une influence assez globale de la teneur en matière organique. On voit ici un spectre de réflectance
de sol avec des teneurs en carbone, vous voyez ici de 10 grammes kilo et ici de 35 grammes kilo. Donc on voit que le spectre du sol le plus riche en carbone est beaucoup plus bas. Hein, ça correspond à l'appréciation visuelle qu'on peut avoir d'un sol riche en carbone qui est beaucoup plus sombre qu'un sol qui est plus pauvre en carbone. Donc c'est cet effet un peu global, hein, il n'y a pas un pic particulier qui va être précisément mis en avant, ça va être une influence globale sur une grande partie du spectre qui va être utilisée. Donc cette mesure spectrale pour estimer la teneur en carbone sur un sol cultivé, évidemment c'est qu'une mesure de la toute surface de l'horizon cultivé, hein. Donc ça n'est exploitable qu'avec certaines hypothèses. La principale, c'est qu'on est sur des sols labourés, et donc l'horizon de surface, l'horizon travaillé est régulièrement homogénéisé par le travail du sol, et puis qu'on fait les mesures dans une période bien déterminée. En général, nous on fait les mesures assez proches du semis, quand il y a une reprise du travail du sol, hein, pour qu'effectivement on puisse voir le sol en évitant des croûtes de battance éventuelles ou ce genre de problème. Donc c'est des travaux qui ont déjà été précédés par des études précédentes à l'échelle satellitaire. On a eu plusieurs projets, ANR, ISAR, un projet ADEME, sur le suivi du stock de carbone, et on voulait voir dans cette étude le potentiel de l'imagerie drone. Hein. Donc on a testé l'année dernière une prise de vue avec Erinov pour essayer de voir le potentiel de ces images. Donc là, ce que je vous propose dans une première partie, c'est la zone d'étude. On va voir le système de prise de vue, le dispositif de suivi de terrain et la modélisation de la teneur. Donc le site d'étude, c'est ce qu'on appelle la plaine de Versailles. C'est une zone à l'ouest de Versailles qui fait à peu près 20 000 hectares. Il y a à peu près 8 000 hectares cultivés. Et on a deux sites principalement sur lesquels on travaille. Là, je vais présenter uniquement des résultats sur le deuxième. Le site de Cali Agro, que certains connaissent peut-être, qui est un site de INRA d'études de suivi de longue durée, hein, sur justement l'impact des PRO sur les sols. Et un autre site chez un agriculteur là, qui s'appelle la Grande Borne, qu'on va voir plus en détail. Bon, je vais peut-être passer directement au deuxième site. Donc c'est une parcelle d'environ 30 hectares, hein, sur un plateau dans la région de Maule, donc à l'ouest de Versailles. C'est une zone qui est à la limite au niveau des sols, entre des limons des plateaux et des sols un peu plus calcaires. On peut le revoir ici à l'échelle un peu plus détaillée de la parcelle. Hein. Là, c'est une carte un peu schématique de la distribution des sols, avec des luvisols non calcaires, et ici une zone de calcosol avec une zone intermédiaire de luvisols tronqués pour passer de l'un à l'autre. Donc le drone qui a été utilisé, c'est un drone on va dire de l'ancienne génération de Erinov, hein, qui fait un poids inférieur à 2 kg, avec une alimentation électrique, une autonomie de 30 à 40 minutes, une altitude de vol entre 20 et 150 mètres, bon ça c'est pour les raisons légales, avec deux capteurs qui ont été utilisés, un capteur visible et un capteur multispectral. Bon, c'est essentiellement le capteur multispectral qu'on a exploité, hein. Donc on a vu déjà un petit peu ces éléments-là. Donc avec une capacité d'acquisition de l'ordre de 1 ou 2 hectares par minute. Hein. C'est un des intérêts de ce type d'appareil, c'est quand même d'avoir une capacité en termes de surface relativement conséquente par rapport à ce qu'on a vu sur des octoptères ou ce type de drone. Donc voilà un schéma du dispositif, hein. Donc le drone lui-même, avec ici en dessous un volet qui contient le capteur multispectral 4 bandes. Donc là on a 4 capteurs pour chacune des bandes, je vais revenir dessus après. Une station au sol avec l'ordinateur de contrôle du drone, une antenne modem de communication entre le drone et la station au sol. Donc le capteur multispectral, on a utilisé 4 bandes qui ont été définies par des filtres, hein. Donc une bande dans le vert, une bande dans le rouge, une dans le proche infrarouge et une dans le red edge, donc à la limite du rouge et du proche infrarouge. Les images de base, c'est des images à peu près 700 par 500. Qui sont produites par le capteur. Donc au niveau de l'autopilote, on a vu une présentation hier, hein, sur Paparazzi. Donc là c'était Paparazzi qui pilotait le drone Erinov. Donc les étapes, rapidement, l'installation du capteur de la batterie, l'installation du modem de communication. Ici on a un luxmètre et une cible de référence qui va servir voilà, ici à calibrer radiométriquement le capteur avant le vol. On a un transfert par un câble USB des paramètres de vol à l'intérieur du drone, hein. Ensuite, quelques vérifications techniques de sécurité avant le décollage.
Et puis après, on a un vol comme on a vu hier, en autopilote, c'est-à-dire c'est le logiciel Paparazzi, là. Bien sûr, on a défini avant le vol la zone, c'est assez simple à faire, la zone d'acquisition, et après c'est Paparazzi qui décide entièrement, qui pilote entièrement le drone. Bon, l'atterrissage avec ce modèle-là était encore manuel, mais dans la nouvelle version, il est automatique. Donc il y a une série de traitements des images, on en a déjà un petit peu parlé dans les sessions précédentes, une partie de pré-traitement sur les corrections d'éclairement qui sont réalisées grâce à des mesures d'éclairement par un luxmètre qui est effectué en continu pendant le vol, des corrections de l'effet de vignettage. Donc là, il y a tout un tas de pré-traitements qui sont effectués par Erinov. Et puis ensuite, on a l'étape qu'on a vue de photogrammétrie, où on va voir le mosaïquage, le géoréférencement des images, pour obtenir à la fin la mosaïque géoréférencée en radiométrie, en réflectance. Donc là, c'est Photoscan aussi qui avait été, je crois, utilisé. Bon, là, anecdotiquement, on avait aussi fait une acquisition en visible pour un petit peu tester la résolution sur une bande un peu limitée de la parcelle. Bon, je vous montrerai juste une ou deux photos, mais je ne détaillerai pas spécialement cette partie-là. Alors, en même temps qu'on a fait la prise de vue, on a établi un petit plan de suivi au sol avec des placettes de contrôle. Donc là, sur la parcelle, il y a 23 placettes de contrôle qui ont été disposées sur l'ensemble de la parcelle. Alors, on les avait fixées en s'appuyant sur une image Pléiade qui avait été acquise quelques semaines précédemment. Donc, en regardant un peu un petit peu la clarté des sols, à partir de cette image-là, on a essayé de distribuer les points en fonction des zones de clarté des sols. Les placettes de contrôle, on a ici des cibles bleues qui ont servi pour être repérées pour le géoréférencement. On a mis aussi un petit cadre avec des petits plots colorés. Vous voyez ici, ça c'est un cadre qui a servi à faire des mesures, on va voir tout à l'heure, de photogrammétrique pour déterminer la rugosité du sol à cet endroit-là. Et puis le cercle ici, 35 cm, qui est matérialisé, il a servi à réaliser des mesures spectrales de référence, je vais revenir dessus, pour contrôler justement la mesure spectrale effectuée par le drone. Les placettes ont été géoréférencées par des levées des GPS, avec un DGPS Trimble, donc post-traités pour avoir des positions quasi centimétriques, pour essayer d'estimer un petit peu la précision de la mosaïque finale au niveau géométrique. Donc voilà les mesures spectrales, on a utilisé un spectro-radiomètre de terrain ASD Filspec, pour ceux qui connaissent, donc qui permet d'acquérir une mesure sur un spectre quasi continu, entre 350 et 2500 nanomètres, avec une résolution variant de 3 à 10 nanomètres en fonction des longueurs d'onde. Donc on a fait une répétition d'une dizaine de mesures par placette, qui ont été après traitées, on va voir avec un logiciel ad hoc, pour pouvoir avoir la mesure spectrale de référence correspondant à la prise de vue drone. Donc là on a développé au labo un petit outil sous Excel qui permet de pré-traiter, enlever le bruit par exemple des bandes d'absorption de l'eau atmosphérique, lisser, filtrer les spectres, et en particulier les moyenner pour les agréger automatiquement. Si on a des milliers de spectres, les regrouper par placette et les moyenner pour pouvoir éviter de gagner du temps un petit peu pour le traitement manuel de ces spectres. Il y a une autre fonction aussi qui est utile avec cet outil-là, ça nous a permis d'agréger les spectres sur les mêmes bandes spectrales, de les intégrer sur les mêmes bandes spectrales que le capteur multispec du drone, pour avoir des données comparables entre le drone et les mesures de terrain. Donc après l'objectif, on va voir, on a fait des régressions pour essayer de voir un petit peu la qualité de la mesure spectrale fournie par le capteur du drone. Donc je l'évoquais tout à l'heure, d'autres mesures de terrain qui ont été faites en parallèle. Mesure de rugosité, là c'est un outil, Marc Pirot-Descellini nous a parlé un petit peu là de problématiques de photogrammétrie. Donc là c'est aussi une approche photogrammétrique, mais à une autre échelle, c'est à l'échelle de la placette, du mètre carré. On utilise ça pour créer un modèle numérique 3D du sol, pour pouvoir calculer des paramètres de rugosité. Donc là c'est un outil que Marc avait évoqué dans la première journée, qui s'appelle Bundler, qui est utilisé, c'est un peu l'équivalent de Micmac qu'il a développé à l'IGN, donc qui est utilisé dans un script en Python avec des appels à des outils de SIG, ArcGIS ou R pour les stats, pour créer automatiquement ce module numérique. Donc ça c'est une chaîne de traitement automatique, on lui donne une série de photos prises sous différents angles, même principe que pour le drone, et on génère le modèle 3D, et après on peut calculer des paramètres de rugosité à partir de ce modèle. On peut remarquer des petites pastilles colorées là aux quatre coins du cadre. Ça, ce sont des pastilles de référence qui servent de GCP, de point de contrôle, pour après automatiquement géoréférencer les petites placettes, pour qu'elles soient mises à l'échelle, et qu'on puisse automatiquement les traiter après, avoir directement la bonne échelle du sol.
Donc mesure de rugosité. Alors pour le paramètre, pour estimer la rugosité, là, on a utilisé des études qui ont été développées depuis quelques années dans la littérature, où on essaie d'estimer la surface des ombres portées comme critère d'estimation de la rugosité. Alors comme là, toutes les mesures n'ont pas été faites en même temps, puisque le temps que les opérateurs se déplacent avec le spectro, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé les ombres portées à partir du modèle de surface qui a été généré à partir du modèle 3D, et en utilisant l'heure de prise de vue, avec un petit module qui permet de calculer la hauteur et l'azimut du Soleil en fonction de cette heure-là, on simule sous SIG les ombres portées. Il y a des modules, par exemple, dans ArcGIS, pour calculer ces ombres portées. Et à partir de l'ombre portée simulée, on estime la surface d'ombrée, et qui nous sert de critère pour estimer la rugosité. Donc, autres paramètres qui ont été étudiés, donc notre collègue pédologue a fait des descriptions de profil de sol sur tous les points, toutes les placettes de suivi. On a fait des prélèvements de sol, bien sûr, pour faire des analyses de laboratoire, au minimum déjà pour avoir la teneur en carbone organique et d'autres facteurs chimiques. On a aussi déterminé l'humidité du sol par pesée, donc on va peser avant et après dessiccation pour déterminer le poids de l'eau présent dans l'échantillon. Et puis l'objectif après, c'est évidemment d'obtenir un modèle de prédiction du carbone à partir des mesures de réflectance. Donc en gros, ça va être une régression linéaire et on va déterminer une combinaison linéaire à partir des différentes mesures spectrales. Donc là, on va voir, on a utilisé essentiellement ce qui est classique dans l'utilisation des données spectrales, le module PLS, qui est sous R, pour réaliser cette prédiction. Alors un point important, là je ne l'ai pas très détaillé, mais on a travaillé sur les images après pour faire la prédiction rééchantillonnée à 1 mètre. C'est vrai que nous on a considéré qu'en définitive l'hyper-détail qu'on peut avoir sur des images à quelques centimètres ou à une dizaine de centimètres par rapport à la problématique de variabilité du carbone organique, c'est presque du bruit. Donc dans un premier temps, on veut après essayer de faire autrement, mais dans un premier temps on a simplement lissé les images en les ramenant à 1 mètre. Ensuite, on a simplement comparé aussi les simples cartes d'interpolation spatiale avec les cartes de prédiction par l'imagerie pour voir qu'est-ce que pouvait apporter l'imagerie par rapport à une simple interpolation spatiale de type inverse distance, par exemple, pour prédire la teneur. Alors on a fait un petit essai, mais c'est vraiment des premiers résultats. On n'a pas assez de données, je le redirai tout à l'heure, pour vraiment aboutir à des conclusions, mais on a essayé aussi de tenir compte du paramètre rugosité et humidité qu'on a mesuré, là on a vu tout à l'heure, pour essayer de voir leur impact sur la réflectance et essayer de corriger leur impact sur la réflectance. Donc on a fait une première approche assez simple. On a ici un spectre d'un sol sec et du même sol en état humide, et on a effectivement un facteur d'atténuation de la réflectance, que ce soit la rugosité ou l'humidité, ça va jouer dans le même sens, ça va assombrir le sol, donc ça va baisser la réflectance. Donc là on a simplement introduit un facteur d'atténuation, à la fois pour la réflectance et l'humidité, de cette réflectance qui sont dues à ces deux facteurs. Donc là, on a la petite équation du deuxième modèle, où on essaie de calculer la réflectance corrigée à partir de la réflectance de départ, multipliée par les deux facteurs d'atténuation liés à la rugosité et à l'humidité. Alors le modèle qui a été choisi, il y a des références dans la littérature, c'est un modèle d'inverse d'exponentielle, donc un modèle de décroissance exponentielle sur la base de l'humidité ou de la rugosité. Donc voilà maintenant sur les résultats. Donc sur les résultats, donc sur la parcelle qu'on a vue là de 13 hectares, la prise de vue du mois d'avril l'année dernière, on a abouti à peu près 1 millier d'images. Donc c'est vrai que c'est une des difficultés de ce type d'approche par drone. On génère énormément d'images, énormément de données. Donc on a fait un vol un petit peu en dessous de 150 mètres. Et donc c'était des images multispectrales à une résolution de 15 cm. Donc ici on a des visualisations en fausse couleur. Donc ça c'est la mosaïque finale. Donc vous voyez l'image, on aboutit à une image, bon là elle n'est pas énorme parce qu'on n'est qu'à 15 cm, mais ça fait quand même une image 4000 par 5000 quasiment pour la mosaïque complète. Donc un point important, ça on l'a déjà évoqué, c'est qu'il faut avoir des taux de recouvrement assez forts. Donc ça c'est prévu dans les paramètres de vol réglés par le constructeur avec le logiciel, là c'était paparazzi. Donc là on a un taux de recouvrement longitudinal environ de 80% et entre les passages transversalement à peu près de l'ordre de 60%. Là on voit bien 3 images successives dans le sens longitudinal. On peut remarquer le petit détail ici. On voit qu'il y a un taux de recouvrement quand même relativement important. Alors ici vous avez une visualisation là, sur les petites placettes qu'on a vues tout à l'heure,
à gauche en multispectral, c'est le canal vert en multispectral, et à droite en visible. Donc là, évidemment, on a une résolution de 15 cm, là, une résolution de 1,5 cm. Bon, j'ai juste remis les images visibles pour insister sur le poids des données. Là, c'est vrai qu'en visible, on a la petite zone qu'on avait couverte, c'était seulement 4 hectares par rapport aux 13 hectares de l'ensemble de la parcelle. Et là, on voit qu'on a une mosaïque finale quand même de 20 000 par 24 000, chaque imagette faisant 4 000 par 3 000. Donc c'est vrai qu'après, bon, ça c'est une difficulté après au niveau du traitement des images, la taille des données qui sont générées. Donc simplement ici, on a vérifié, j'insiste pas trop dessus parce que je crois que Nathalie va en parler après dans sa présentation, sur la précision géométrique de la mosaïque finale. Là, on a les positions GPS des cibles qui sont mises sous SIG. Donc là, on a une superposition assez bonne. On n'a pas fait des milliers de points de vérification. Au total, il y avait 23 points. Mais on a une précision qui est proche de 2 cm sur les points. Bon, la topo est relativement simple sur la parcelle. Ici, point important, c'est la comparaison donc, des mesures spectrales de terrain avec la réponse spectrale fournie par le capteur multispec du drone. Donc là, dans les 4 bandes, donc le vert, le rouge, le proche infrarouge et le red edge. Donc là, on voit qu'on a des régressions quand même relativement satisfaisantes. Là, j'ai résumé dans le tableau ici, avec des R2 qui sont de 0,8 à 0,88 selon les bandes, et avec une erreur sur les réflectances exprimées en pourcent de 1 à 3% maximum. Donc là, bon, nous, on était relativement quand même déjà satisfaits dans un premier temps. Ça nous donnait, ça c'est l'estimation qui est faite sur la mosaïque finale, après les pré-traitements et les traitements. Donc déjà pour nous, c'était une image qui était relativement exploitable. Ici, c'est la matrice de corrélation entre les différentes longueurs d'onde et le carbone organique. Ça confirme évidemment qu'il y a quand même des corrélations significatives entre cette variable qui nous intéresse et les mesures spectrales, bon, heureusement, parce que sinon ça serait un peu difficile. Mais il y a aussi de grosses corrélations, ça c'est classique dans les données de télédétection, entre les différentes bandes spectrales. On sait aussi, pour ça qu'on a utilisé plutôt des régressions PLS plutôt qu'une régression linéaire multiple, pour éviter les effets de surajustement qui sont dus à ces corrélations entre variables. Donc ici on a un premier modèle qui est de prédiction du carbone à partir de ces mesures de réflectance qui a été établi donc, par la régression PLS. Donc là, on peut voir qu'on a un R2 de 0,6, bon, c'est pas extraordinaire, et on a une RMS qui est de l'ordre de 2 grammes par kilo, c'est-à-dire 0,2% à peu près. Bon, c'est déjà relativement satisfaisant. Oui, j'avais remis ici, il n'était peut-être pas tout à fait au bon endroit, sur la partie spatialisation du modèle, justement l'étape de rééchantillonnage métrique qu'on a établi. Donc là, c'est l'image de départ. On peut voir les 2 petites taches, là, l'une à côté de l'autre, c'est les 2 petites cibles de chaque placette. Ça, c'est l'image à 15 cm. Alors, on voit qu'on a une grosse partie de l'information qui est due aux traces de passage des tracteurs, aux traces de semis. Et ça, pour nous, c'est un petit peu plutôt une difficulté pour le traitement, pratiquement du bruit. Donc dans un premier temps, pour se simplifier un peu la vie, on a moyenné, on a rééchantillonné au mètre ces données-là. Bon, nous, ce n'est pas la résolution qui nous intéresse en tant que telle. Bon, ça peut être exploité peut-être pour décorréler les bonnes des mauvaises informations, mais ce n'est pas ce qu'on a fait pour l'instant. Donc voilà la composition colorée infrarouge finale, on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc pour la spatialiser, c'est simple, il y a des outils sous SIG, sous ArcGIS. On a par exemple ce qu'on appelle la calculatrice spatiale qui permet d'appliquer une formule arithmétique directement à partir des canaux. Donc on peut appliquer le modèle issu de la régression PLS. Et voilà la carte d'estimation de la teneur en carbone organique qui est produite à partir des points de mesure. Alors si on compare cette carte, j'avais dit tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, c'est de la comparer à des simples interpolations à partir des points d'analyse. Donc à droite, là, on a une carte d'interpolation à l'inverse distance, à partir simplement, on voit ici les petits ronds, qui sont les 23 points d'analyse. Donc dans une première analyse, on voit que visuellement, on retrouve des zones presque à l'identique et d'autres qui sont relativement différentes. Ça, on ne s'attendait pas à trouver exactement la même carte, ça dépend beaucoup de l'échantillonnage des points qu'on a choisi, bien sûr. Donc là, ça dépend à la fois de l'échantillonnage et évidemment de la variabilité dans l'espace du carbone. Il y a des endroits, ça va être des zones relativement homogènes. On voit bien là, ici la zone de plus forte teneur, elle est très proche. Donc là, à la limite, ça apporte peut-être pas grand-chose d'avoir l'imagerie drone. Mais il y a d'autres endroits où là, on a des zones complètement différentes. Ici, par exemple, la classe la plus faible. Là, on a une seule zone qui est donnée par le drone, alors qu'ici, l'interpolation tente à nous donner plusieurs zones. Donc
Donc là, on a fait la même comparaison en prenant un échantillonnage du nombre de points, en prenant que 11 points ou 6 points. Alors évidemment, moins on prend le point, moins on arrive à dégager des zones, mais on voit que la fameuse zone de plus grosse teneur, elle ressort à peu près tout le temps. Alors pour quantifier ça, on a fait des estimations en surface et des statistiques zonales. Donc ici, on a dans le tableau du dessus, pour les 4 classes de teneur en carbone, ici on a les surfaces pour les différents types d'interpolation. On voit qu'il n'y a pas des énormes variations, hein. Entre le modèle PLSR, par exemple, pour la première classe, on a 2,5 hectares, et pour le modèle de prédiction IDW avec tous les points, on a 2,2 hectares. Donc en termes de surface, dans un premier temps, on pourrait être amené à se dire, bah tiens, on trouve à peu près la même chose. Mais visuellement, on voit bien que c'est quand même pas spatialement identique, hein. Et si on fait les statistiques zonales, bah, on peut voir ici dans la première colonne, c'est toute la distribution de la classe numéro 1 à travers la classification PLSR. Et on voit qu'on retrouve qu'un hectare, en fait, hein, qui est vraiment commun à la fois dans la PLSR et dans l'IDW. Donc globalement, les surfaces sont à peu près bien prédites, mais on voit que l'estimation drone, elle a une beaucoup plus grande pertinence au niveau du zonage, hein, et des zones qui sont dégagées, ça c'est normal, parce qu'effectivement, dans l'image, on a une image de 13 hectares à 1 mètre carré, on a 130 000 mesures de réflectance. Tandis que, évidemment, quand on fait la mesure IDW, on a 23 points d'analyse. Donc, même si le modèle de prédiction est moins bon, il est spatialement exhaustif, hein, c'est ça sa pertinence. Ici, rapidement, je vous ai simplement remis le transparent sur le modèle de prédiction en tenant compte du facteur de correction de l'humidité et de la rugosité. Bon, là, on peut voir qu'on a une amélioration avec une RMSE qui était tout à l'heure à 0,19 et là qui passe à 0,16. Alors c'est pas fabuleux, hein, c'est 18%, et c'est pas une validation, il faudrait faire ça avec beaucoup plus de points, mais ça doit donner une petite piste, hein, il y a déjà des travaux dans la littérature, de possibilités de correction de ces effets-là sur ces mesures de réflectance. Donc en conclusion, les mesures de réflectance du drone, on a vu qu'on a réussi à avoir quand même, on a pu constater une précision radiométrique et géographique qui est compatible avec une exploitation en télédétection. Le modèle de prédiction carbone qu'on a établi et le modèle simplifié nous ont permis d'obtenir des cartographies relativement intéressantes à l'échelle d'une parcelle. Mais bon, notre travail, c'est un travail préliminaire, hein, on n'avait que 23 points de suivi, donc c'est une approche qu'il faudrait valider avec plus de points en faisant une validation externe, hein. Là, ce qu'on n'a pas fait, donc au niveau statistique, il faut aller un petit peu plus loin et avoir plus de données, hein. Donc on voit que pour nous, en tout cas, qu'est-ce qui nous avait incité à aller vers le drone, c'est pas tellement l'hyper-résolution, hein, c'était pas tellement ça qui nous intéressait, c'est la capacité à maîtriser le moment de prise de vue. Être capable d'aller faire la prise de vue, on a vu que nous, dans notre méthode, il faut pouvoir faire les mesures spectrales, si possible, sur du sol travaillé au moment du semis, par exemple. Alors, au moment du semis, parce que du coup, le travail est assez fin, et le sol a été remué, donc on voit bien le sol sous-jacent. Donc ça, c'est pas tellement possible à faire par télédétection classique, ou en tout cas, c'est plus difficile, parce qu'on n'a pas toujours les images au moment où il faut. Et le fait de disposer du vecteur d'acquisition nous permet d'être beaucoup plus réactif et d'être capable de faire ces prises de vue synchrones. Et au niveau expérimentation de recherche, ça nous permet aussi d'être tout à fait sûr que les mesures de terrain sont parfaitement synchrones à l'acquisition, ce qui est aussi habituellement assez difficile à faire. Hein, donc voilà, c'est ça la conclusion essentielle. Hein. Et puis alors là, on a vu sur le stand, hein, le IBI, là maintenant, le nouveau modèle. Donc nous, ça c'est le modèle qu'on a maintenant dans le laboratoire pour continuer ces travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà, je pense qu'on a le temps pour 3-4 questions. Oui, André. Oui, je voudrais savoir si tu as regardé, à part le carbone organique, si tu as regardé d'autres éléments de texture ou d'analyse physico-chimique et des corrélations avec les mesures de réflectance ou les indices. alors ça c'est des choses qu'on a faites dans des études précédentes par télédétection classique, hein, donc par exemple avec le carbonate ou le fer éventuellement, mais on sait qu'il y a des relations. Bon, là on n'a pas eu le temps de le faire sur ce travail-là, non. Mais ça va être fait effectivement. Après, dans le modèle où j'ai montré les facteurs, effectivement, rugosité, humidité, de la même façon, les facteurs physico-chimiques, en tout cas chimiques, il faudra aussi les intégrer, parce que la difficulté de ce genre de modèle, c'est le cas pour tous ces capteurs, hein, c'est que c'est des signaux qui sont multifactoriels. Hein. Donc effectivement, il faut aussi intégrer ces facteurs-là, ça c'est sûr.
Oui, Agnès. Merci pour cet exposé qui était très clair. J'avais un petit peu le même type de question, c'est-à-dire quand vous faites vos régressions entre la couleur le taux de carbone et la réflectance, est-ce que vous avez essayé de faire des régressions différenciées en fonction des types de sols que vous nous avez montrés au début? C'est les 3 types de sols dans la parcelle? Est-ce que ça a donné des résultats? Et juste j'en profite, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles de transfert radiatif relativement simples, justement, qui décrivent la réflectance d'un sol en fonction de ces différents composants, comme il peut y avoir pour la végétation? Merci. Alors pour la première question, nous on n'a pas cherché à avoir un modèle vraiment spécifique par type de sol. Effectivement, c'est peut-être une approche qu'on essaiera de faire plus tard, mais qui a déjà été étudiée, je le disais tout à l'heure, parce que ça c'est la suite de travaux qu'on a fait. Là, il y a ma collègue Emmanuel Baudour là, voilà, qui pilote ça au niveau télédétection. Mais là, l'idée, à contrario, souvent dans les études, dans la littérature, on peut voir que les gens vont plutôt effectivement sélectionner un type de données. Par exemple, on va mettre de côté les données calcaires pour les séparer des données non calcaires. Donc c'est un peu aussi au détriment de la généricité du modèle. L'idée, c'est quand même d'essayer d'étudier après des modèles qui soient transposables, effectivement avec le minimum de connaissances au préalable. Mais après, il peut y avoir effectivement des modèles par grand type de sol qui soient applicables à l'échelle d'un ensemble d'un territoire. Mais ça, bon, ça c'est des données sur lesquelles on doit travailler. Et sur les modèles, bon là, j'ai présenté un premier essai avec des petits facteurs d'atténuation et tout ça. Mais sinon, après, effectivement, on peut essayer de regarder SolSpec ou d'autres types de modèles pour effectivement rentrer dans une modélisation plus rigoureuse de ces facteurs-là, quoi. Mais c'est toujours pareil. Bon, après, il faut avoir beaucoup de données, accumuler beaucoup de données pour valider effectivement ces modèles plus complexes. D'autres questions? Moi, j'en avais une peut-être. Oui, en fait, quand tu as montré ton premier résultat là, sur l'application du modèle simple en imagerie, on voyait les traces du travail du sol, donc sans doute liées à peut-être des résidus de rugosité, des choses comme ça. Que tu corriges en partie ensuite à partir des mesures sur les placettes, si j'ai bien compris. C'est ça, dans ta deuxième version pour laquelle tu réduis le RMSE quand tu apportes ces facteurs de... Oui, là c'est en corrigeant, en essayant de corriger effectivement. Et donc je me posais la question de savoir, donc là ça veut dire que tu es obligé de faire ce type de caractérisation à l'échelle des placettes, quoi, parce que c'est au niveau des placettes. Là, c'est à l'échelle de la placette, mais ce que j'avais imaginé de faire, mais là, j'étais pas arrivé encore avec cette première vue. C'est pour ça qu'on avait fait l'acquisition en visible sur une petite zone. L'idée, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller en extraction de MNS à partir des images drones pour éventuellement spatialiser, mais là, c'était pas à la même échelle. Ouais. J'espérais pouvoir atteindre peut-être un MNS désymétrique, mais là, je suis pas arrivé à sortir le MNS dans ce premier jeu de données. Donc là, il faudra qu'on retravaille avec la nouvelle version du drone qu'on a pour voir à quelle altitude on peut passer, si on peut arriver à extraire à l'échelle de l'ensemble de la parcelle le MNS, parce que pour l'instant les données sont juste interpolées en fait, les données de rugosité. D'accord. Et l'autre question que je me posais, c'est sur l'optimisation spectrale. Donc ce que tu nous as montré, c'est que apparemment la matière organique, ça a un effet un petit peu global. Je sais qu'il y a des publications qui s'intéressent à des bornes particulières d'absorption de la matière organique. Est-ce que tu as regardé ça un peu plus? Alors c'est sûr que en général c'est dans le SWIR, mais... Oui, voilà, après ça dépend du capteur et de ce qu'on peut en tirer. Après il y a des bandes qui sont pas mal bruitées aussi sur les données d'acquisition. Là, après sur le drone, on ne dispose que des bandes visibles infrarouges. Mais avec l'ASD avec l'ASD, oui, on peut aller jusqu'à 2500. Nous, c'est vrai que ce qu'il faut différencier, c'est beaucoup les mesures qui sont au terrain et les mesures qui sont au laboratoire. On a fait aussi dans les années précédentes des travaux sur échantillons séchés, tamisés au laboratoire. Là, on arrive peut-être plus finement à pouvoir travailler sur des parties de spectre bien précises, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup. Donc on va passer à l'exposé suivant, donc sur l'application de l'imagerie aérienne à l'agriculture de précision. Donc Nathalie Vigneault, d'Erinov.